Bonjour, notre intervention intitulée Le monde des idées chez Platon, entre illusion et vérité. La possibilité de résoudre la tâche que nous sommes fixés, l'Antiquité l'a déjà nié à plusieurs reprises. Que toute coule, c'était la théorie bien connue d'Héraclite, dont nous ne pouvons pourtant pas tout à fait comprendre le sens. Qu'on la saisisse sur le ton semi élégiaque d'une plante concernant la rapidité du changement, c'est ce que montre le surenrichissement de la maxime Era l'équitien. Pas deux fois on ne traverse le même fleuve, on ne le peut pas, même une seule fois. Mais à l'encontre de cette indication intuitive de la brièveté, l'expérience le plus ordinaire aurait aussi avancé des exemples de durée incalculable. Un esprit philosophique ne pourrait avoir généralisé de la sorte le premier exemple qu'il savait démontrer, contre toute apparence que le second ne font de aussi que voiler un long changement, mais ne lui sont jamais soumis. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela se produit, ni si cette spéculation est passée sans faire attention à côté du fait que la vitesse différente du changement, précisément, introduit pourtant à nouveau dans le jeu des apparitions une opposition qu'il faut mettre au profit de manière féconde entre ce qui est relativement fixe et ce qui est plutôt éphémère. En outre, le fait que rien ne résiste complètement à une action modifiante venue de l'extérieur, donc que tout peut être modifié, est une conviction qui doit être puisée trop facilement dans la vie pour qu'une philosophie ait besoin de la découvrir. Cependant, il reste douteux de savoir dans quelle mesure Héraclite a par ailleurs enseigné une modification de toute chose découlant de raisons internes, qui n'est pas motivée de dehors comme un fait seulement, ou s'il a par contre considéré comme impossible que le mouvement constant soit la condition de possibilité de tout être naturel, de l'équilibre en suspens et du permanent. Si au cours de l'histoire nous sommes passés d'une définition antique de monde comme cosmos, soit comme un tout unique englobant toute chose, vers des mondes variés et multiples, il est possible de s'accorder à dire que la base de cette notion de monde est restée inchangée. En effet, parler de monde, c'est toujours parler d'une totalité cohérente, qu'elle soit omni-englobante, ou qu'elle englobe l'entièreté des objets d'un certain concept. Ainsi, parler de monde des idées semble renvoyer à cette seconde approche. Nous ne parlons pas d'une totalité cohérente, omni-englobante de l'enveloppe de toute chose, pour citer Pythagore, mais plutôt de l'ensemble des objets constituant le concept d'idée. Il est donc nécessaire de définir ce concept d'idée de façon intuitive et contemporaine. Une idée est une conception de l'esprit, c'est une pensée ou encore une réflexion. En ce sens, le monde des idées engloberait tout ce qui est représenté dans l'esprit du sujet. Les idées apparaissaient donc comme dépendant du sujet. Elles s'opposeraient ainsi aux objets, à ce qui est extérieur, perceptible par le sens, palpable, visible. Elles appartiennent plutôt à ce que l'on pourrait qualifié d'un monde extérieur. De ce fait, pour accéder au monde des idées, il faut passer par le sujet, par le sensible. Ce serait donc une totalité, mais qui nécessiterait cependant quelque chose d'extérieur à elle, même pour exister et donc être cohérente selon cette définition, pour qu'il y ait
Idée, soit objet immatériel, impalpable, il est nécessaire qu'il y ait sujet. Soit corps matériel, le monde des idées ne pourrait donc exister que grâce à l'existence de son contraire. En effet, les idées ne peuvent exister que parce qu'il y a de corps pour le produire. La dépendance intrinsèque de l'idée à la matière ne nous empêche-t-elle pas de parler de monde des idées, alors que de lors qu'il n'y a plus matière, il y a plus idées. Les idées peuvent-elles constituer un monde à elles seules? Peut-on parler d'idées sans parler de corps? Si un monde est une totalité cohérente, on peut mettre en cause l'existence d'un monde des idées car il n'y a plus de cohérence sans le monde extérieur. Pour que le monde des idées ait une cohérence, il faut lui ajouter du matériel. Afin de tenter de contourner cette difficulté, nous pouvons aborder une approche différente. Nous pouvons penser les idées en tant qu'elles sont indépendantes du sujet des idées qui existaient, indépendamment de notre conception. En procédant ainsi, le problème préalable est évacué. C'est exactement la conception antique des idées. Mais nous venons de voir que dans la Grèce antique, le cosmos, c'est un tout unique. Il n'y a qu'un seul monde qui englobe toutes choses. Comment est-il alors possible d'avoir un monde des idées, alors même que la multiplicité de mondes est envisageable? Ce double paradoxe nous amène naturellement à une problématique. Comment concevoir un monde des idées alors que la vision contemporaine de l'idée comme dépendante du sujet nous amène à questionner la cohérence d'un monde qui ne peut subsister seul et que la vision antique de l'idée comme indépendante de notre conception ne semble pas pouvoir constituer un monde de l'or qu'elle s'inscrit dans un contexte du cosmos dans lequel un unique monde est envisagé. Afin d'éclaircir cette difficulté, nous allons raisonner en trois moments successifs. D'abord, nous allons étudier assez précisément l'œuvre de Platon, en commençant par l'étémé, puis en continuant dans un second temps avec la République. Par manque de temps, nous aborderons brièvement dans notre troisième moment deux voies de réflexion possibles pour répondre aux problèmes contemporains. Le monde des idées a, premièrement, le monde des idées à l'Antiquité, l'étémé. Pour parler du monde des idées à l'Antiquité, il faut d'abord parler de la conception du monde à l'Antiquité. Pour le grec, le monde est désigné comme cosmos. Pour eux, cosmos est synonyme de tout car il constitue une totalité ordonnée, une totalité qui est le contraire du désordre, du chaos, une totalité où chaque chose, chaque être est à sa place. Dans l'étémé, l'un des derniers dialogues de Platon, rédigé en 360 avant Jésus. Le personnage central Thémée propose une cosmogonie, c'est-à-dire un récit dans lequel la naissance du monde de cette totalité est décrite. Dans ce récit, un démiurge, un artisan, crée une œuvre ordonnée à partir de la Kora, c'est-à-dire à partir du chaos, en observant et en imitant un modèle. Pour désigner ce modèle, Platon utilise deux termes. Il emploie le terme eidos, signifiant forme en grec, mais également celui d'aider, signifiant aider en grec. La raison pour laquelle Platon emploie deux termes différents
est assez énigmatique, mais l'on va supposer ici qu'ils ont une signification identique. Ainsi, les idées dans les Timées comme dans tous les ouvrages de Platon sont des entités non sensibles et immuables, c'est-à-dire qu'elles demeuraient toujours identiques à elles-mêmes. Ces entités sont pures, soit sont mélanges, et elles sont universelles. Il faut convenir qu'il existe premièrement ce qui reste identique à soi-même en tant qu'idée, qui n'est ni ne meurt, ni ne reçoit rien venu d'ailleurs, ni non plus ne seront nulle part, qui n'est accessible ni à la vue ni à un autre sens, et que donc l'intellection a pour rôle d'examiner. Dans cet extrait, nous pouvons d'abord lire la définition de l'idée, puis dans un second temps, Platon écrit qu'il y a, deuxièmement, ce qui a même nom, qui est semblable mais qui est sensible, qui est né, qui est toujours en mouvement, qui surgit en quelques lieux pour en disparaître ensuite et qui est accessible à l'opinion, accompagné de sensations. Nous pouvons lire une définition opposée à celle de l'idée, la définition de réalité sensible, qui sont sujettes au changement ou encore qui sont temporelles. Cet extrait semble donc renvoyer à une forme de dualisme, un dualisme entre deux réalités, la réalité sensible et la réalité intelligible. Beaucoup de successeurs de Platon vont parler de monde sensible et de monde intelligible, ou de monde des idées. Cependant, Platon ne va jamais employer ce terme de monde des idées et de monde sensible. Il faut donc plus précisément comprendre les enjeux que l'on peut appeler la théorie des idées. Deuxièmement, le monde des idées à l'Antiquité, la République. Pour mieux comprendre Platon, représente ces réalités grâce à l'image de la ligne dans le livre 4 de la République. La verticalité de la ligne symbolise une hiérarchie ontologique dans laquelle on retrouve deux subdivisions. Là, le monde des idées à l'Antiquité, la République pour mieux comprendre, Platon représente la verticalité de la ligne symbolise une hiérarchie ontologique dans laquelle on trouve des subdivisions. Il y a d'abord une grosse subdivision entre l'intelligible et le sensible. L'intelligible se trouve au-dessus du sensible. Ensuite, à l'intérieur du sensible, on retrouve les choses que sont les images de l'intelligible et les images de ces choses qui sont qualifiées de simulacres. Les choses, les images de l'intelligible sont une imitation des idées, ce sont des copies. En ce sens, les réalités sensibles ont une valeur ontologique inférieure aux réalités intelligibles, aux idées. Pour donner un exemple concret, lorsqu'il y a une très forte ressemblance entre deux pierres, on peut dire qu'elles sont égales car elles incarnent l'idée d'égalité, mais elles ne sont pas l'idée d'égalité. C'est pourquoi le sensible a moins d'être que les idées intelligibles, le sensible ne fait qu'incarner les idées, elles se manifestent dans le sensible. Dans la subdivision intelligible, on retrouve les idées et le bien, qui est au-delà des idées, qui est le principe de ces idées. Dans ces textes, on ne lit pas deux mondes différents, séparés, clos, mais plutôt une progression continue de degrés ontologiques dans laquelle les subdivisions sont liées entre elles. La subdivision des idées dans l'intelligible ne semble pas constituer un monde à elle seule. On ne retrouve pas cette dichotomie monde des idées, monde sensible, du sensible, et de monde des idées, juste de regards différents sur le monde. C'est l'interprétation qui prévaut de nos jours et c'est depuis la fin du 19e siècle chez les philosophes contemporains. On voit donc que la notion de monde des idées est très largement discutable dans le contexte antique.
Cependant, si l'on doit tout de même parler de monde, pour Platon, ce qui est le plus, ce qui possède le plus d'être, ce qui est le plus vrai, c'est l'intelligible. Ainsi, on pourrait penser que le vrai monde pour Platon serait le monde des idées. Mais Platon réserve ces termes de monde, du cosmos, uniquement pour parler de cette totalité que j'ai évoquée en introduction, totalité qui inclut l'entièreté de sensible qui a été créée par le démiurge. Dans le Témé, il ne semble pas inclure les idées dans le monde. Elle explique même qu'il y a trois choses qui préexistaient au cosmos: le démiurge, la Cora et enfin les idées. Les idées sont un modèle, mais elles ne formaient pas un monde. Dans les Timées, il ne parle pas des idées comme d'un monde, mais comme d'un lieu intelligible. On se rend compte que pour Platon, la dimension sensible est nécessaire pour pouvoir parler de monde. Ça aura été grandement incohérent qu'il parle de monde pour désigner l'intelligible selon cette perspective du cosmos comme tout unique. Mais avec notre définition contemporaine du monde, on peut parler de monde intelligible. Car la pluralité de mondes comme englobant les objets d'un concept est apparue au cours de l'histoire. Ce monde intelligible serait constitué de l'ensemble des idées que le démiurge a pris pour modèle afin de concevoir le cosmos. Mais il faut faire attention car il faut bien préciser que c'est attribuer un vocabulaire contemporain à une notion antique et que ce vocabulaire n'a pas du tout le même sens qu'à l'Antiquité, auquel cas ce serait incohérent. On peut utiliser cette réflexion sur la cohérence d'un monde des idées à l'Antiquité pour répondre à notre problème contemporain. En effet, on pourrait adopter l'attitude inverse de celle que nous venons d'adopter. Au lieu de donner à notre conception antique du monde une dimension contemporaine, nous pourrions donner à notre conception contemporaine de l'idée une dimension antique. Parce que nous avons vu que ce qui pose problème de nos jours, c'est ce lien très étroit entre le sujet et notre définition de l'idée comme représentation mentale. Certes, le sujet produit l'idée, mais une fois produite, on peut lui accorder une dimension platonicienne, c'est-à-dire une existence indépendante. Peut-être qu'une fois produite, on peut caractériser l'idée autrement que par sa cause matérielle. On peut peut-être décrire les idées produites d'un autre point de vue que le matériel afin de leur accorder la cohérence nécessaire pour employer le génitif. Monde des idées, je peu de temps afin d'explorer notre conception contemporaine, mais je peux vous donner un exemple parmi d'autres des réponses contemporaines au problème. Je choisis la voie de réflexion soutenue par le biologiste et philosophe du XIXe siècle, Ernest Haeckel, dans ses essais de psychologie cellulaire. Dans ce texte, Haeckel soutient le monisme. Si, depuis le début de l'exposé, on attribue à l'idée un caractère immatériel, le monisme matérialiste affirme que toutes les choses réelles sont d'abord d'ordre matériel. Pour Haeckel, les choses que nous représentons comme étant matérielles, par exemple les idées ou bien le rêve, doivent être rapportés à un monde matériel. Pour ces scientifiques, la substance des idées, comme celle de toutes les manifestations psychologiques, correspond au plasma des neurones. Donc, si les idées sont matière, on n'a plus ce problème des liens intrinsèques et des matières. On peut directement sectoriser la matière. Le monde des idées serait ici l'ensemble cohérent de tout ce qui permet à ces cellules psychiques, à ces neurones de fonctionner. Conclusion. Pour conclure,
Nous avons vu que ça soit à l'Antiquité de nos jours l'expression monde des idées, pourtant extrêmement utilisée pour parler de la philosophie de Platon, n'est en effet pas si intuitive. Pour chercher la cohérence d'un monde des idées, il faut se pencher sur des questions métaphysiques. On a vu avec l'Antiquité la question de la création avec l'impossibilité pour le grec d'une pluralité de mondes. On a vu de nos jours la question de la nature de l'esprit. On a dû se demander si les idées sont substances ou non. Ainsi, pour concevoir un monde des idées, ou au contraire pour régner l'existence d'un tel monde, il faut au préalable prendre parti sur ces questions métaphysiques. Voilà notre intervention concentrée autour du monde des idées chez Platon, entre illusion et vérité est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.